Eh bien, voici enfin arrivé la vidéo sur la passe miroir. Donc, la passe miroir, c'est une tétralogie que j'ai découvert il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est du merveilleux. Pas de la fantaisie au sens strict, puisqu'il n'y a pas de caractère médiéval ou épique. Même s'il y a de la magie, effectivement, la fantaisie, c'est très proche du merveilleux. Mais c'est du merveilleux au sens strict. Ce n'est pas du fantastique. Ce n'est pas proche de l'horreur. On n'est pas dans le réel. On est dans un monde purement imaginaire. C'est du merveilleux avec une touche de steampunk, dirigeable, monocle, métal, truc d'aviation, qu'on trouve dans des romans de Jules Verne déjà. Voilà. Ça parle aussi de la condition féminine. On peut considérer qu'Ophélie passe de la femme rangée à la femme indépendante, pour reprendre les mots de Simone de Beauvoir, puisque Ophélie est mariée de force. On en reparlera ensuite. Il y a aussi des références aux classes sociales, notamment à l'aristocratie, à la bourgeoisie. Voilà. Il y a un peu de tout dans la passe miroir, hein. Donc là, vous avez les 4 tomes, hein. Donc chez Folio, les 3 premiers que j'ai comme ça, et chez Paul Fiction. Donc Paul Fiction, pour ceux qui ne savent pas, c'est une édition qui publie beaucoup de romans à destination de la jeunesse. Paul Fiction, dont aussi une partie des romans de John Green. Mais revenons à la passe miroir. La tempête des échos, je ne l'ai pas terminée, donc je vous en parlerai pas beaucoup. Par contre, je pourrais vous parler des tomes des premiers, donc Fiancée de l'hiver, Clair de lune et Babel. Voilà. Alors j'adore la passe miroir, c'est un de mes livres préférés avec l'amie prodigieuse, mais l'amie prodigieuse on en reparlera dans une autre vidéo. Donc on va parler déjà pour commencer des inspirations, des influences de la passe miroir. Donc c'est la première à mon sens qui a influencé Christelle Dabos. Pourquoi? Eh bien parce que voici ce qui est marqué dans la première page de ce livre. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutiteuil, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, etc. Cet homme traverse les murs. Alors, c'est très humoristique dans le bouquin de Marcel Aimé, écrivain français. Passe-muraille, passe-miroir, bon, il y a quand même des liens. Donc ça, l'image, c'est à Montmartre à Paris, où il y a un mec qui traverse les murs. Sur Arte, il y avait eu un film qui était passé avec Podalides où il incarne le passe-muraille, donc il incarne Dutiteuil. Je vous conseille de lire le livre, il est excellent. Et justement, dans la passe miroir, il y a au début du chapitre 1 un extrait qui dit ça. Le nez allait en avançant. Il émergea bientôt à sa suite une paire de lunettes, une arcade sourcilière, un front, une bouche, un menton, des joues, des yeux, des cheveux, un cou et des oreilles, etc., etc. La pliure d'un genou refleura à son tour un peu plus bas et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace, comme il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sorti du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises, une longue écharpe tricolore. Et sous ces épaisseurs, il y avait Ophélie. Ça, c'est dans le début du chapitre 20. Alors, pour continuer, donc, dans les aspirations aussi, il y a pourquoi les contes des mille et une nuits? Parce qu'il y a un passage dans le tome 1 ou 2 où Ophélie est dans un théâtre, si je me souviens bien, et elle doit raconter une histoire à Farouk. Farouk, c'est une espèce de divinité dans le truc dont je reparlerai plus tard, mais elle doit raconter une histoire, tout, voilà, sinon elle meurt. Voilà, un peu comme dans Scheherazade, dans les contes des mille au sein de la littérature arabe, voilà. Euh, alors pourquoi Lewis Carroll? Aussi parce que de l'autre côté du miroir, la suite d'Esprit des Merveilles, qui a été aussi adaptée par Tim Burton, Alice traverse un miroir et se retrouve dans une espèce de monde où les lois de la gravité, de l'espace et du temps sont complètement déboussolées. Là, à droite, vous avez une illustration qui vient de la BNF ou d'ailleurs. Euh, En gros, elle rencontre des gens, mais tout est régi par les lois d'un échiquier géant. Euh, la hauteur, la largeur, le haut, le bas, tout est inversé. Et ça fait penser un peu au lieu de Babel dans le tome 3, où elle va justement à une espèce de... Alors je sais plus le nom, c'est une espèce d'observatoire géant, avec des savants, des ingénieurs à Babel, qui font penser aussi au voyage de Gulliver de Swift, sur beaucoup de points. D'ailleurs, il y a autre chose. Et donc, Ophélie,
elle va, enfin comment dire, elle se retrouve la tête à l'envers en marchant sur les murs. Enfin, il y a un truc totalement assez, voilà. Et chez Erazade, pourquoi j'ai mis ça, voilà. Et aussi au Pays des Merveilles, parce que dans le début du tome 3 de Babel, elle se retrouve avec des automates qui parlent d'une manière assez absurde, avec des slogans assez, qui font penser à la vision absurde de Lewis Carroll dans le Pays des Merveilles. Euh, Beaucoup humoristique aussi, voilà. Alors, donc, dans la passe miroir, il y a une espèce d'arches. Des arches avec des rochers flottants. Chaque arche est régie par des divinités, des espèces de dieux d'inspiration de la mythologie scandinave, grecque, arabe, française et autres. Artémis, donc c'est la femme, la déesse qui dirige Anima. Anima vient du mot donc animus du latin animisme, les religions animistes comme le shintoïsme, la religion nationale japonaise. Les shinto sont des polythéistes et des animistes, croient en plusieurs dieux et aussi que tout est vivant, les objets, les animaux, tout ce que vous voulez. Et justement, Anima, il y a le premier chapitre 1 de la passe miroir, s'ouvre sur le bâtiment des archives qui est vivant. Voilà. C'est la particularité puisque Ophélie est une animiste. Elle a des dons, elle ressent des choses et elle peut notamment, comment dire, elle est connectée à son écharpe. Son écharpe est vivante et elle est le prolongement de sa conscience individuelle, si vous comprenez ce que je veux dire. Un peu comme l'équivalent qu'on a dans La Croix des Mondes de Pullman avec les démons. Sauf que là, c'est pas des animaux, mais des objets. Les verres de lunettes changent de couleur en fonction de son humeur. Enfin, les objets sont vivants et sont en lien avec les caractères et les humeurs des personnages, de leurs sentiments. Alors les doyennes que vous voyez, alors les doyennes c'est des espèces de vieilles femmes matriarches, conservatrices, qui ne supportent pas qu'on remette en cause leur autorité. Les nihilistes, nihil, latin, rien, annihiler, détruire. Ils ont le pouvoir de détruire le pouvoir des autres, si je ne me trompe pas. Donc c'est Gaël, le personnage qui est nihiliste avec son monocle. Les mirages, comme un mirage dans le désert, comme on dit. Hein. Les mirages sont capables de créer des illusions. Des choses qui vont faire... Voilà, c'est ça. Après, il y a plein d'autres trucs. Il y a les dragons, alors ça c'est le clan de Thorn, qui ont des griffes, si je me trompe pas. Les chroniques, je sais plus. Ouais, on a un paquet. Hein. Mais j'aime bien ce dessin-là qu'on voit à la fin du tome 1, dans l'appendice, qui un peu une forme d'arbre généalogique, enfin, pas vraiment généalogique, mais de trame qui retrace tout, qui relie les personnages. Alors, oui, parce qu'effectivement, il y a des rochers flottants comme dans Chasseur de Dragons. Si vous avez connu ça quand vous étiez petit, et aussi dans Pandora, la planète, dans Avatar, avec des rochers de partout. Et justement, là c'est la citaciel en illustration par quelqu'un dont je ne me souviens plus. J'ai trouvé ça, je sais plus où, mais alors la citaciel, citadelle, hein, en gros, hein, une espèce de château perché dans le ciel, quoi, qui flotte. Voilà, ça fait penser à une espèce de Mont Saint-Michel qui serait dans le ciel, quoi. C'est assez drôle. Donc ça, c'est l'illustration là, ça vient du pôle. Je suis désolé, je sais plus qui a fait ça. Par contre, alors le pôle, c'est une espèce d'arche glaciaire qui commençait au Groenland ou à la Norvège. Et l'idée de déchirure, parce qu'il y a l'idée de déchirure. Pourquoi? Parce que Babel, justement le tome 3, Babel, enfin la tour de Babel dans la Bible, c'est l'idée de la... Alors je sais plus le nom, normalement c'est la Qusirrat, une espèce de monument babylonien, mésopotamien, qui s'empile. Une tour comme ça, en forme de spirale, voilà. Ça, c'est typique de l'Antiquité, de l'époque des races sémitiques. Et il y a l'idée que, parce que Christelle Dabos, il y a une référence à la Bible hein, dedans, avec Dieu et tout le bazar. Et justement, la déchirure, c'est l'idée que les humains ne sont pas reliés universellement par la langue commune, et tout part en... Voilà. Et justement, je prends l'idée des chasseurs de dragons avec les blocs de marbre et tout qui part en éclats, qui volent tout là, parce que c'est la déchirure. Les arches s'effondrent, tout part en... Voilà. C'est l'idée de la dislocation, de l'absence d'harmonie. Ça, c'est une adaptation... Alors, je sais plus qui a fait ça. Est-ce que c'est Stéphanie Ledziro ou quelqu'un d'autre? Ou Milésine Jun? Oh, je sais plus. Il y a tellement de personnes que j'ai repris les trucs en trouvant sur Pinterest et ailleurs, je sais plus. Mais cette personne a fait un truc très bien. Et donc, c'est un extrait de...
C'est un extrait du pôle, de l'arrivée du pôle d'Ophélie. Alors là, Ophélie, donc excellent. Les 3 versions d'Ophélie dans la passe miroir. Celle du milieu, c'est la version à laquelle je me reconnais plus dans la façon je l'ai imaginé Ophélie. D'autres aussi sont pas mal aussi. Alors là, voilà. Alors ça, elle s'appelle, la personne qui a fait ça, Christelle Abgral, sur son blog. Alors, excellent ce que tu as fait d'ailleurs. Alors, je suis d'accord avec comment elle voit physiquement Bérénilde. Je suis assez d'accord. Thorne, je l'ai pas vu comme ça physiquement. Ophélie, c'est bon. Le grand-oncle aussi, quasiment. Artémis aussi. Hildegarde, c'est pas du tout comme ça que je la vois, mais alors pas du tout. Renard, bah le rouquin, ouais, c'est pas mal fait. Archibald, si, voilà. Farouk, la taille d'Artémis, enfin la taille de Farouk, elle est respectée. Enfin, elle respecte le livre de Dabos. Par contre, physiquement, je me l'imaginais pas du tout comme ça, Farouk. Je vous en parlerai après. Bérénide, elle est. Alors, normalement, elle a un enfant avec Farouk. Enfin, il y a un truc là-dedans, je me souviens plus exactement, mais c'est une femme au début qu'on n'aime pas du tout, hein, Bérénide, le personnage. Puis après, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça et très sensible en fait. Elle est issue de l'aristocratie, hein, notamment Bérénilde. Et l'oncle, alors je l'adore le personnage de l'oncle. Ah oui, alors la tante Roselyne, elle me fait penser à une espèce de vieille anglaise londonienne, avec ses manières. Il y a beaucoup de références aussi à l'anglais dans la passe miroir, le langage notamment des Babéliens, qui font pas à Londres aussi. Alors voilà, là c'est la façon dont j'ai imaginé les personnages. Alors, normalement c'est de Marine L, le dessin de Gaël, qui est la nihiliste avec le monocle. Comment on appelle ça l'animal, l'oiseau là oh, je sais plus le nom. J'ai oublié le nom. Mais bref, il y a une espèce de girouette avec une veille folle là, qui poursuit Ophélie dans les trocans dans le tome 3 ou le tome 2, je sais plus. Alors, là, ça fait référence à Miyazaki, le mec avec le barbu là, avec ses trucs d'araignée. Mais en fait, je prenais juste le visage. Hein. C'est comme ça que je me suis un peu imaginé l'oncle, mais aussi comme John Hove. Là, c'est John Hove, celui qui a illustré Tolkien. C'est aussi comme ça que je vois un peu le vieil oncle, l'oncle d'Ophélie. Alors, le mec là qui a un truc de visage démoniaque, c'est un peu comme ça que je m'imaginais Farouk. Ouais. Alors, avec la taille, ou avec un petit mélange du chien dragon qu'on voit dans l'histoire sans fin, qui est du merveilleux, et d'un roman allemand du film que vous avez vu quand vous étiez petit. C'est un mélange comme ça c'est comme ça qu'en gros je m'imaginais Farouk. Alors oui, taurin et cul de chêne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que moi je me suis imaginé Thorne dans le livre. Froid, distant, raide. C'est comme ça que parce qu'en fait Taurin est extrêmement dur par rapport à Bilbo, dans le Hobbit. Et c'est comme ça que je me le suis imaginé. Bérénil, je l'imagine un peu comme ça aussi, même si le visage ne correspond pas tout à fait à la vision. En fait, imaginez comme ça que le visage de la personne qui a illustré avant, dans la diapo d'avant. O'Brien, alors ça, ce personnage-là dans Downton Abbey, une gouvernante au sein de l'aristocratie anglaise, c'est Hildegarde, comme ça que je l'imagine. Hildegarde est un nom d'inspiration scandinave d'ailleurs. De toute façon, il y a beaucoup de références aux pays scandinaves dans les passes miroirs. Et le baron Melchior que vous voyez là. Alors, celle qui a fait l'illustration là, elle s'appelle Elsa Roman, sur Pinterest, vous la retrouvez, c'est excellent ce qu'elle a fait. Alors c'est Castor et Pollux, normalement, les deux personnages qu'on voit là, avec Ophélie au passage. Alors le Nibelungen, qui vient en gros un terme scandinave, hein. Les Nibelungen, en fait, ce sont des monarques nains, il me semble dans les mythologie scandinave, qui ont inspiré Tolkien notamment, et Wagner pour son opéra, aussi, un de ses opéras. Le journal, très bien fait le journal, hein. Je sais plus qui a fait ça, par contre. Alors à côté, là, par contre, avec les fleurs, là, c'est quand Archibald rencontre Ophélie avec une illusion créée par des mirages, dans le tome 1. En haut à droite, c'est Ambroise et Ophélie à Babel. Et à côté, bah, c'est les cadets, parce qu'Ophélie, elle infiltre une académie pour trouver des informations à Babel. Avec leur uniforme, ça doit être ça, je pense. Ouais. Bon, bah, alors j'ai dit tout globalement ce que je pensais. Ah oui, je vous ai oublié de vous parler par contre d'une référence à quand Ophélie arrive au pôle. Un dialogue entre Thorne et Ophélie. Vous ne survivrez pas. Le cœur d'Ophélie se décrocha. Elle ne put faire autrement que recracher sa tisane dans la tasse.
À quoi prétendez-vous que je ne survivrai pas demanda-t-elle. Au pôle, à la cour, à nos fiançailles. Vous devriez retourner dans les jupes de votre mère tant que vous en avez encore l'opportunité. Vous me répudiez? Voilà. Ça, voilà. De toute façon, Thorne, c'est un personnage assez peu sympathique quand même, même si après, c'est. Bon, là, on apprend à l'apprécier, mais il y a toujours un côté un peu difficile à cerner chez Thorne. Voilà. Bah. Ce qui est bien aussi chez Ophélie, pour terminer la vidéo, c'est qu'en gros, c'est un personnage extrêmement introverti et timide, qui sort de sa zone de confort et qui fait des choses totalement improbables. Alors moi j'adore parce que dans la passe miroir, Thomas, elle se retrouve enfermée dans des pièces, poursuivie par des gens qui veulent la tuer. Il y a des intrigues politiques au pôle, l'aristocratie de type anglaise, en mode aussi ou versaillaise. Enfin, il y a les dirigeables, il y a l'ambiance aventure steampunk, bec de gaz. Alors ça, vraiment, un peu comme dans le Paris des merveilles de Pierre Pével. Voilà. Il y a des références à la politique, à la condition féminine, parce que c'est une femme, Ophélie. Ophélie, elle est vraiment mal à l'aise aussi par rapport à sa famille, même si elle aime bien sa sœur Agathe. Mais elle ne supporte pas ses familles parce qu'elles ne sont pas bien, elles ne sont pas à l'aise avec elle. Et j'ai été vraiment. La description des émotions et des sentiments par Dabo, c'est excellente, on s'y croirait. On s'y croirait. Enfin, cet univers est magique. Personne n'avait fait avant Christelle Dabos, même si la passe miroir n'est pas sans influence, il y a toujours des influences, on ne crée jamais à partir de rien. Mais elle a fait ce que Rowling avait fait avec Harry Potter. Et d'ailleurs, la passe miroir est traduite dans plusieurs langues déjà. Espagnol, allemand et suédois, si je ne me trompe pas. Mais la passe miroir, pour moi, c'est un classique de la littérature française, même comme la mécanique du cœur de Mathias Malzieu, par exemple. Voilà, c'est merveilleux. C'est le cas de le dire. C'est un livre que j'ai dévoré très rapidement, lu très rapidement. C'est facile à lire, mais en plus, c'est bien écrit, c'est très agréable à lire. Vraiment un délice en plus, les mélanges de patois, parce qu'il y a beaucoup de dialectes dans la passe miroir. Euh, les personnages qui sont vraiment intenses, l'ambiance avec le pouvoir de Farouk qui est une voix tellement puissante que ça oblige les gens à se couvrir les oreilles, et qui oublie leur mémoire aussi par rapport à la déchirure, parce que Farouk, Artemis et d'autres en fait, on les a mis sous une espèce de d'amnésie. Voilà, on en reparlera un autre jour, mais en tout cas voilà, j'ai dit à peu près ce que je pensais de la passe miroir, et j'adore ce livre, et j'espère pouvoir un jour me faire dédicacer mon Thomas par Michel Dabot, parce que j'adore la passe miroir.